Votre petit groupe se dépêche, probablement mené d'une part par Orphina, curieuse avec son empressement inhabituel, puisque là, une source de savoir correspond pour elle à une très grande richesse. C'est toi, Orphina, qui mène le groupe, mais t'es probablement talonné de pas très loin par Gizmédon, qui lui a son entrain habituel et sa joie de vivre débordante, ayant prononcé une phrase qu'il a toujours rêvé de prononcer toute sa vie. Tous à la bibliothèque! Vous vous rendez, j'imagine, de façon très caricaturale, votre groupe assez disparate, mené par la clé d'Orphina. Alors que vous n'avez comme instruction que ceci. Il y a une bibliothèque secrète dans la dite bibliothèque. Orphina, c'est ta deuxième visite sur les lieux. Et pourtant, il y a quelque chose de très familier alors que tu rentres dans ce petit espace clos aux murs de pierre, dont des bibliothèques remplissent chacune des parois et des murs, remplis de parchemins divers, de livres, majoritairement sur l'herboristerie, des livres qui proviennent des quatre coins du globe alors que les navires transigent par le monastère de Dragon's Rest. Mais ce qui est de très familier pour toi, c'est une toute petite kobold qui, dans le mur au fond à droite de la bibliothèque, semble retirer la bibliothèque vers elle, fermant du même coup l'accès à une porte secrète. Elle se retourne, tombe nez à nez avec vous et pousse un petit couinement de terreur et laisse tomber tous ses parchemins, tous les livres qu'elle a dans les mains. Oh mon Dieu! Ça fait longtemps que vous êtes ici! Puis elle ramasse tout ce qu'elle a dans les bras, puis elle fait juste vous regarder, très timide, mais aussi très, très anxieuse de savoir que vous avez peut-être vu un chemin que vous ne deviez pas voir. Comment réagissez-vous à sa présence? Je vais potentiellement laisser Orphina aller en premier, puisque c'est comme la plus outillée dans ce type d'environnement, disons. Comme je la connais aussi, je la connais, disons, je l'ai déjà croisée auparavant. Je la rassurais tout de suite là, en lui disant, ne vous en faites pas, vous n'avez pas à nous cacher cet endroit. Nous venions justement pour visiter la partie de la bibliothèque qui est secrète. J'ai la clé de Runara. Puis je lui montrais la clé. Ok. Jusqu'au moment où tu lui montres la clé, elle fait comme si de rien n'était. Puis elle se dit, c'est probablement un piège. Ils m'ont vu. Mhm. Elle veut le valider. Puis là, tu lui montres la clé, puis vous voyez que ses épaules se rabaissent. Puis un énorme soupir de soulagement. Ah, oh, vous avez la clé? C'est extrêmement rare, vous savez. Elle n'a jamais confié la clé à qui que ce soit d'autre. Et évidemment, à part moi. Parce que, eh bien, je dois ramener les parchemins une fois qu'elle a terminé de les consulter. Et justement, je devrais probablement m'empresser parce que j'ai sa plus récente commande entre les mains. Mais, euh, comme vous n'y êtes jamais allé, vous ne connaissez pas le truc, n'est-ce pas? Tout à fait. Si vous avez des informations à nous donner, nous sommes tout oui. Je n'ai probablement pas le temps, mais j'ai aussi une excitation grandissante. Juste ici. Puis il attire un gros tome rouge poussiéreux où c'est écrit les chansons préférées des hobbits malcommodes. Puis personne ne prend jamais ce livre. Puis elle tasse, puis derrière tu vois, il y a une toute petite serrure dans laquelle tu pourrais insérer la clé. C'est ce que je fais. 3 tours à droite, 2 tours à gauche et... Vous entendez la pierre qui grince, des mécanismes de métal qui commencent à s'agiter, puis des loquets qui semblent se déverrouiller. Et il y a aussi, Orphina, tu le sens, une protection magique sur les lieux. Il ne suffit pas d'être porteur de la clé pour pouvoir accéder à cette bibliothèque. Une magie, sans même devoir incanter et détecter la magie, tu la ressens juste par ton acuité arcanique. Il y a un sort très vieux, comme si tu pénétrais dans un monastère ou peut-être des lieux druidiques, si tu as déjà eu la chance de visiter ce genre de ruines ou de regroupement de druides. Quelque chose, une magie qui est imprégnée dans le roc, qui n'a pas besoin de runes. Et la petite kobold dépose ses parchemins et ses livres avec précaution sur la table. Et elle saisit justement le gros tome des chansons de Hobbit. Et elle tire sur la bibliothèque. Qui fait tourner sur de grands gonds lourds, métalliques, qui grincent. Et qui supportent justement cette bibliothèque qui a un faux fond. Et derrière, vous voyez un couloir sombre. Sombre, mais tout de même éclairé, qui semble se buter sur un petit escalier en colimaçon, lequel descend à l'intérieur de la montagne. Ça Oh, pour des livres. ouais, mais certains livres ont tout de même une valeur considérable, donc je peux comprendre que, surtout s'il y a des exemplaires uniques dans le lot, mais je ne pourrais pas le dire. Je Ah. ne suis- ouais. Je ne juge pas ce que je comprends pas.
Oui, c'est exactement ce que je me dis à chaque jour de ma vie. Euh, Parce que, oui. Vous parlez d'exemplaires uniques. Je crois que Runara ne vous a peut-être pas informé de ce qui se trouve dans cette bibliothèque. Bon, si je suis obligé. Suivez-moi! Puis elle s'empresse à toute vitesse. Ses petites pattes dans le couloir qui résonnent en écho. Puis elle commence à descendre avec énormément d'assurance dans l'escalier en communication. Puis vous entendez juste « Refermez derrière vous! On va refermer la porte. Est-ce qu'on peut comme. Y a-t-il une manière de comme. Si on ferme la porte derrière nous, on peut-tu comme ressortir ou il faut comme la clé absolument pour l'ouvrir de l'intérieur? » Puis la kobold elle remonte, puis elle a du sang qui coule de sa bouche. Ah, 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 vous êtes Ah! Non, non, il y a moyen en utilisant de ce côté-ci de la porte de tout simplement l'ouvrir en actionnant les mécanismes. Ok. Parfait. Puis quand tu la refermes, tiens, Gizmédon, puisque tu t'y intéresses, toi qui as craqué plusieurs serrures dans ta vie, il y a quelque chose que tu serais incapable de crocheter, là. Il y a d'immenses mécanismes à boulier, à manivelle, de grosses roues d'engrenage. Tu fais juste jeter un coup d'œil à ça, puis t'as l'impression que c'est comme les pièces de 200 horloges, là, qui sont là. Puis il y en a qui tournent encore, puis qui continuent à tourner. Puis tu te rends compte qu'il y a des moments spécifiques auxquels tu devrais insérer la clé. C'est comme... C'est pas un coffre, là. C'est une voûte, là. Infranchissable. Ok. Vous descendez l'escalier. Et j'aimerais savoir, Orphina, qu'est-ce qui traverse ton esprit en ce moment? Quelle est l'image que tu te crées de la pièce que tu t'apprêtes à découvrir? Quelles sont tes attentes? Quel est ton besoin? Pourquoi tu te garoches dans ce couloir-là? J'ai vraiment l'impression que mon esprit est vide, en fait. Justement, j'ai pas d'attente. Je vais me laisser submerger par ce qui sera présenté à moi. Excellent. Est-ce que tu me permets de révéler une partie de la motivation que tu as à te rendre à Dragon's Rest, qui est inhérente à ta fiche de personnage, ou est-ce que tu voulais garder un grand mystère que voile Non, de voir ça? non, ça me dérange pas. J'imagine que, tu sais, justement, ton esprit est vide, t'as pas nécessairement d'attente, mais il y a quand même peut-être une certaine pointe de nervosité, puisque l'une des raisons qui t'ont poussé à te rendre à Dragon's Rest, c'est la lettre que tu as reçue de ton ancien collègue de pratique, lequel disait sur place qu'il y avait de grands savoirs arcaniques, d'une puissance inégalée, très ancien, par un ordre de mages qui ont été portés disparus, qui ont disparu en fait de façon très spontanée des lieux, pour ne jamais être revus, tout comme ton collègue. Vous descendez cet escalier et vous voyez que la kobold prend la dernière torche au bas de l'escalier. Faites très attention ici avec les flammes. C'est logique. Puis, elle commence à éclairer, puis autour de vous, vous voyez de très longues colonnes de pierre façonnées, lisses, magnifiques. Bélévoria, je vais te demander de faire un jet d'histoire, mais à avantage, uniquement pour la pierre. D'accord. Oh, le premier, c'est un critique. Ah, fantastique. Directement en un coup d'œil, tu remarques quelque chose. La pierre qui compose les colonnes, qui soutiennent cette grande voûte caverneuse, ne vient pas d'ici. C'est une pierre naine qui est retrouvée dans des montagnes sur le continent. Et autour de vous, vous commencez à voir éclairé par la torche de la kobold qu'elle place au centre d'une table d'étude. Et il y a comme des miroirs qui sont disposés à proximité, des vitres teintées, qui amplifient la lumière de cette torche, mais protègent aussi les nombreux manuscrits qui ornent les murs. Et se dévoile à vous une bibliothèque, je vais dire de grande taille, mais clairsemée. Ce ne sont vraisemblablement pas toutes les étagères qui ont été remplies. Comme si la bibliothèque avait été conçue pour accueillir beaucoup plus de livres. Mais vous voyez que les étagères qui sont remplies sont cordées. Les parchemins sont empilés les uns sur les autres, les livres sont alignés. Mais celles qui sont vides, en fait, ou clairsemées, ont tout simplement rien. Et ça vous prend comme quelques secondes pour comprendre, en fait, qu'elles sont à remplir. Et que les écrits qui doivent se retrouver n'ont tout simplement pas été écrits. Alors, juste ici, vous avez, tout en haut, ce sont les premiers protecteurs du monastère. Ils ont commencé à prendre l'habitude d'écrire les allées et venues, les navires qui leur rendaient visite. Et de par la même occasion aussi, l'histoire du continent, puisqu'on se tient quand même informé de ce qui se passe sur la côte, bien que on reste cloîtré ici. Et juste ici, vous voyez, c'est le règne d'Astalagan, le prédécesseur de Runara, celui dont il y a une statue au bas de la côte plus bas. Et juste ici,
c'est le début du règne de Runara. Alors, voilà. Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier, peut-être? Orphina, c'est à vous de le dire, ça. Je sais pas. Eh bien, nous cherchons déjà des informations sur la communauté de Myconide qui travaille avec Tarak. Peut-être que dans la section sur le continent et sur son histoire, nous pourrions avoir des informations plus précises sur cette communauté, puisque personnellement, je n'ai aucune information sur ces petits êtres. Très bien. De façon mécanique, pour pouvoir quand même mettre une limitation à ce que vous ne passiez pas la journée à devenir des rats de bibliothèque, je vais t'inviter, Orphina, en tant que meneuse de ton groupe dans cette bibliothèque, à rouler un D6, s'il te plaît. C'est ce que je dis pour orienter les autres, mais moi, c'est pas là-dessus que je chercherais personnellement, par contre. Wow, shit, ok. Oui, parce que toi, tu l'as dit, c'était quoi mon but, mais eux, ils savent pas, en réalité. J'ai eu 5. Je suis comme le public qui est surpris, c'est pour ça. Je fais le. Excellent. Vous aurez droit, votre groupe, à 5 questions. Et la bibliothèque, si cette question-là peut être... Ça va pas, tu fais Ouais, mourir. c'est 5 questions, je suis comme. En tout cas, ça me fait penser aux Simpsons, mais c'est pas grave. Continue. Je sais pas, j'ai pas vu cet épisode où ils C'est pas grave, prédisent c'est pas l'avenir une énième fois. Vous avez droit à 5 questions. Et la première sur les Myconides serait une 6e question. Et au-delà des 5 questions, on va s'imaginer qu'il y a juste le temps de retrouver le bon parchemin, de vous fournir les bonnes brides d'histoire, que je ne vous raconterai pas en étant le petit kobold, mais je répondrai tout simplement à votre question. Mais cette bibliothèque peut contenir probablement beaucoup de réponses pour vous. Et au terme de cette recherche, la journée tirera à sa fin et on ira préparer les expéditions du lendemain. C'est bon? Donc, comme information par rapport aux Myconides, il y a très peu de choses. Très peu de choses parce qu'en fait, c'est pas un peuple qui documente ni qui n'est documenté beaucoup. C'est en fait la bribe de parchemin la plus intéressante, elle est très récente. C'est un écrit de Runara par rapport justement au travail acharné que fait Tarak d'aller tenter de tisser des relations sociales et finalement commerciales avec le peuple de Myconide. Lui qui tout d'abord était à la recherche d'algues pour composer peut-être des bandages ou autres pommades et a intercepté justement les Myconides dans leur grotte. Grosso modo, quelques informations importantes à savoir. Tarak a confié à Runara, qu'il a confiné à l'écrit, la grotte des Myconides, pour ce qu'ils en ont exploré, est très différente lorsque la marée est haute ou la marée est basse. C'est plus facile d'accéder à la grotte lorsque la marée est haute par les eaux. Et il y a quand même possibilité de faire un bout de chemin à pied, mais il faut quand même prendre une embarcation si on veut y aller à marée basse. Mais on pourra circuler au moins en marchant dans une partie de la grotte. Il y a aussi mention du fait que la communauté des Myconides est très très hiérarchisée et qu'il y a un champignon maître qui n'est pas nommé ici, que Tarak n'a jamais eu l'occasion de rencontrer, qu'il est strictement interdit de voir, d'entendre. Et les conversations sont très très difficiles puisque les Myconides s'adressent à vous dans votre esprit par des spores. Tarak l'a constaté en revenant, en ayant plein de mucus sur lui ou d'autres petites poudres qui ont été émises par les spores des Myconides. Donc, une fois que vous êtes touché par les spores, vous faites partie de ce réseau. Vous êtes dans le group chat une fois que vous recevez des spores. Et dernière chose... Oh, pardon, quelqu'un qui avait une question? J'ai toussé. Ah, excuse-moi. Dernière chose aussi qui est mentionnée par Tarak, c'est qu'en fait, il y a de gros champignons rouges en forme de cœur qui ont des propriétés très, très importantes pour Dragon's Rest, puisque c'est avec ça qu'il a commencé à fabriquer ses élixirs et potions de vie. Voilà. Il vous reste 5 questions. J'en aurais une si vous me permettez. Ah oui, allez-y. Qui a construit cette bibliothèque ici et quand a-t-elle été construite? Oh, pour ça, il faudrait remonter très, 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 très loin. Je vous avoue probablement ne jamais avoir lu même moi-même ces parchemins. Ah! Comme c'est excitant! Puis il commence à grimper dans une grande échelle. Puis vous la voyez disparaître dans la voûte noircie. Je l'ai! Puis elle redescend. Elle redescend à côté de toi, puis juste en ouvrant le parchemin, ça craque. Là. Et c'est dans une langue que tu ne comprends pas.
C'est écrit en draconique pur. Zoran, quand tu le regardes, c'est un peu la vision qu'on aurait si on lisait du vieux français. Hmm. Les mots sont différents, la prononciation est différente. Et en fait, en bref, ce que ça décrit, c'est que les premières âmes de dragons qui ont investi les lieux ont attiré de nombreux curieux, dont des nains, qui étaient en recherche, puisqu'ils ont l'habitude de s'installer dans des voûtes et dans des cavernes, là où des dragons ont déjà vécu, pour pouvoir utiliser leur richesse. Et les dragons, souvent, vont vivre et se terrer près des veines d'or, d'argent, de diamants ou autres métaux, gemmes précieux en grappes. Et ils ont trouvé ces voûtes. Et par un concours de circonstances qui ne semble pas être décrit ici, tout ce que l'on présente, c'est une relation gagnant-gagnant. Les nains ont laissé leur savoir, leurs pierres, ont contribué à façonner non seulement cette bibliothèque, mais aussi l'ensemble des alcôves, des chemins de pierre qui composent le monastère. Et ils sont partis. Eux aussi. Merci. Les descriptions qu'on t'en fait ou qui sont écrites donnent rien à voir avec un clan moderne de nains, ni une cité qui te serait connue sur la côte de l'épée. Ok, merci. Est-ce que je pourrais tenter une question? Oui. Vous lisez des livres? Quelque peu, oui. Comme mon ami? Je ne voudrais pas avoir la prétention de dire que oui, mais... Elle est certainement meilleure que vous. Ah, probablement, oui. D'accord. Alors tu vas me trouver un livre sur Charut, d'accord? Oh. D'accord. Puis tu vois qu'elle remonte avec hésitation dans sa petite échelle. Puis elle grimpe probablement à la moitié de l'échelle. Et lorsqu'elle descend un parchemin, juste pour nourrir cette narrative, il y a certains morceaux du parchemin qui sont carbonisés, brûlés, et ça sent le soufre très fort. Il y a beaucoup d'écrits qui relatent les immenses feux de Charut sur la côte, mais spécifiquement, ce passage m'intéresse beaucoup puisqu'il décrit le combat terrible et immense qui a été mené contre Charut. 2 dragons métalliques ont été nécessaires pour pouvoir le mettre à mort. Et, enfin, je dis mort, mais spécifiquement ici, on ne parle pas de sa mort, on parle de sa condamnation. Il a été emprisonné au creux de la montagne. Certains disent que c'est à cause de l'âme de ce dragon qu'il y a encore des secousses sismiques et qu'à un certain moment, tout va exploser, il y aura de la lave partout. Mais ce ne sont que des rumeurs. Je me retourne vers Gizmédan. Vous voyez que ce ne sont pas des comptines pour enfants. Il faut agir. J'ai jamais dit le contraire. Pardonnez-moi. Encore. Mais sinon, c'est correct. Non, mais je comprends que c'est sérieux. Petite question, DM. Yo. Les 5 questions qu'on peut poser, c'était sur n'importe quoi ou on pouvait aussi poser encore des questions sur les myconides ou non? Oui, n'importe quoi. OK. Ben, je vais attendre voir s'il y en a d'autres, sinon j'en aurais peut-être une dépendant. Dans vos parchemins, c'est pas écrit où est-ce qu'il dort, Charut. Non, malheureusement, ce n'est pas écrit l'endroit exact, mais la meilleure façon, si vous voulez vous y rendre, c'est de voir quelles sont les failles et les grottes naturelles qui ont été creusées soit par l'eau ou bien qui commencent à pousser à cause de la pression à l'intérieur de la montagne. Ce n'est pas rare que parfois, lorsqu'on se promène à la surface, il y a de ces émanations de soufre. Moi, je ne plongerai pas dans ces crevasses. Je vais prendre une grande inspiration, puis ça va prendre tout mon courage, puis je vais dire... Merci. Ça fait plaisir. On remonte dans l'échelle. Avez-vous une question, Orphina, ou... Plus mécaniquement, est-ce que les questions, on peut les poser en fouillant dans le livre sans nécessairement demander à la kobold? Ou, Assurément, oui. Ah, OK. Moi, je ne poserais pas une question directement. J'irais chercher un des livres qui se trouve dans la section de Runara, Mhm. parce que je crois que c'est là que je trouverais l'information. Et comme ce qu'on a trouvé par rapport aux myconides semblait être un peu prendre la forme pas d'un journal, mais de traces qui étaient laissées des dernières semaines, des derniers mois, voire des dernières années, j'aimerais voir si le nom
de mon ami disparu s'y retrouve, si on a colligé des traces de son passage ici, puis de ce qu'il aurait pu faire, vers où il est allé. Hmm. Dans mes notes à moi, je n'ai pas le nom de ton ami. Alors, Non, mais on peut l'appeler Bartholomé. j'adore. Et en fait, il n'y avait pas grand-chose. C'est pour ça qu'on dirait que je ne sais pas trop d'où partir parce que j'avais une lettre, mais même pas le contenu de la lettre. Là. Non, c'est Tu sais, ça. je veux exact. dire, en résumé, mais. Oui. La quête a été assez maigre sur ce point. Mais on la nourrit, là. On met de la chair autour de l'os. Ben, ça prend un bon moment. Probablement que tu te jettes dans ce rayon-là à partir du moment où Bellevaria commence à poser ses questions, qu'elle inspecte la pierre. Il y a probablement des discussions qui ont lieu avec la kobold en question, qui s'appelle Laili, si ça vous intéresse. Et toi, tu cherches frénétiquement à travers les livres et les tombes pour essayer de retrouver les saisons qui pourraient correspondre avec la disparition de ton collègue. Tu passes à travers d'innombrables pages de journal sur des navires de commerce. Tu te rends compte à un certain moment qu'ils ont fait mention des naufrages. Tu recules plus loin parce que tu sais que ça date de bien avant ça. Puis au bout d'un moment, sans nécessairement que son nom soit écrit, tu tombes sur une description qui pourrait correspondre à ton collègue. Un individu qui possède de grandes capacités arcaniques. Et il y a un passage qui je sais pas, en tout cas, j'aurais tendance à croire que ça te rend mal à l'aise, mais évidemment, c'est toi qui auras le fin mot là-dessus. Mais Runara en parle comme d'une excellente acquisition pour le monastère. Comme si elle avait cette vision-là des gens qui habitent son monastère. Tu te rends compte que bien qu'elle soit généreuse, qu'elle soit la championne des héros et de la justice, il y a un peu quand même une notion possessive. Mais plutôt que de posséder de l'or, elle veut posséder du savoir et des gens particuliers. Qu'elle les récolte, qu'elle les amène autour d'elle pour se nourrir de leurs histoires et de leur aspect grandiose. Et les écrits des prochains jours relatent de plus en plus, justement, l'importance de ce personnage. Puis au bout d'un moment, plus aucune trace. Et quelques jours plus tard, il y a juste une faible mention comme quoi il n'est pas revenu de son voyage à l'observatoire et qu'il était probablement trop tôt pour l'envoyer là-bas. Et tu lis un nom. Un nom draconique, mais tu parles draconique, je crois. Oui. Spark Render. Et c'est un nom draconique qui appartient à un dragon. Et on fait juste mention, il y a son nom avec quelques points d'interrogation. OK. Et évidemment, ça ne me dit rien, j'imagine. Absolument pas. OK. Et l'observatoire non plus, on n'a jamais entendu parler de ça depuis qu'on est arrivé à Dragon Rest. Non. D'accord. Vous Excellent. l'avez pas vu non plus. OK. Puis si je prends 2 secondes pour continuer à observer le livre, juste pour voir, est-ce qu'il y a d'autres mentions de l'observatoire ailleurs qui n'ont pas rapport avec Bartholomé? Après la mention de Spark Render et de l'Observatoire, absolument pas. Comme OK. si Runara elle-même, dans ses propres notes, n'avait pas voulu en parler. Mais si tu retournes un petit peu plus tôt, dans les mêmes pages qui parlent de Bartholomé, sans nécessairement mentionner spécifiquement l'Observatoire, il y a comme... bon, on la joue un peu détective narrative aussi, là, c'est pas directement les phrases qui sont écrites, mais tu ressens dans son écriture comme des questionnements à savoir si c'est une bonne idée, si il en vaut la peine, s'il est assez puissant, s'il pourrait peut-être aller explorer ce lieu qu'elle se refuse à elle-même. OK. Puis D'accord. elle a probablement discuté avec lui, elle l'a envoyé, d'où les quelques pages de silence. Puis après ça, elle constate sa disparition. Puis l'envoi de la lettre de Bartholomé correspond à peu près à l'époque où il était avec elle. Oui, dans ses premiers jours au monastère, sûrement. D'accord. Merci. D'autres choses que vous voudriez explorer dans cette grande bibliothèque de Lore Bomb? Est-ce qu'il restait des questions? Oui, tout à fait. Bien, OK. Ben, en fait, je vais probablement demander en fait au kobold. Et disons plutôt, côté étiquette et manière d'aborder tout ce qui touche Myconide et tout ça, est-ce qu'il y a une manière plus précise, disons, de vouloir, on va dire, mettre de l'avant
une facilité d'accès entre nos deux peuples, prenant en considération qu'ils communiquent seulement par les sports? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se pencher comme en salutation ou est-ce qu'il faut se taper dans la main ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent favoriser le premier contact? Tu vois qu'elle te sort 2 écrits. Elle ressort les mêmes échanges, les mêmes mois où Tarak a commencé à tisser des relations commerciales avec eux. Puis elle te sort aussi l'inventaire, en fait, de l'équipement qu'ils ont à Dragon's Rest, dans leur magasin général, si tu veux, entrepôt. Puis tu vois que rapidement, tout ce qui est miroir, gemme, torche, semble s'accumuler dans l'inventaire, comme si on n'en utilisait plus. Mais tout ce qui est couverture opaque, glaise, argile, tout ce qui pourrait faire effacer en fait la lumière, chute de façon vertigineuse. Et avec les écrits, tu te rends compte que c'est souvent ce qu'amenait Tarak. Pour offrir un safe passage, il fallait offrir quelque chose, il fallait rien offrir de réfléchissant. La première fois qu'il est arrivé là-bas avec des torches parce qu'il se dit « Hey, c'est une caverne, je dois sûrement avoir besoin de voir dans le noir », il se fait en virer de bord, le bonhomme. Là. Puis après ça, il est arrivé justement avec des matériaux qui permettent peut-être de créer un peu plus de noirceur. Et ça semble avoir ouvert certaines portes. OK, parfait. Merci, merci des précisions. Je vais donc ainsi accumuler le plus de boue possible pour pouvoir en offrir. Une excellente idée. D'autres choses que vous voudriez savoir, Runara doit attendre après moi. Il ne faut pas la faire attendre. Non? Moi, je n'ai pas d'autres questions. Non, Vous? ouais, de mon côté, ça fait le tour, oui. Vous, Moi aussi. vous reviendrez, vous avez la clé? Il est très, très Ok. important de faire attention aux torches, hein? Parce que une étincelle et hop, on a tout perdu. Bon. D'accord. Alors, eh bien, suivez-moi. Puis elle prend la petite torche, puis elle vous fait signe de passer quelques-uns, puis elle éclaire dans le milieu du chemin, puis elle remonte comme ça à la surface. Elle agite quelques mécanismes manivelles et la porte s'ouvre. Elle jette juste un petit coup d'œil, ouvre la porte, puis vous comprenez que les autres kobolds non plus sont pas au courant. Parce que de qui elle aurait voulu jeter un coup d'œil, là? Vite, 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 dépêchez-vous! Vous sortez, elle repousse la porte, elle replace le gros livre des 101 comptines pour Hobbit Malcommode. Puis j'aimerais beaucoup qu'un jour vous lisiez ce livre, c'est délicieux. Et elle replace sur la tablette et elle quitte la bibliothèque. Vous voyez qu'elle reprend ses parchemins puis qu'elle monte vers le monastère. Vous vous retrouvez seul. La fraîcheur de la soirée commence à s'installer autour de vous. Vos ventres qui gargouillent, ça fait quand même un bon moment que vous n'avez pas eu un bon repas. Et la soirée, la nuit est à vous. Pour pouvoir accélérer justement la narrative, vous pouvez vous adresser justement à la kobold qui s'occupe de la cuisine, qui est aussi en charge des équipements et des vivres à l'entrepôt. Et vous réalisez que faudra quand même débourser quelques piécettes. Ça reste un monastère, il faut contribuer à la bonne cause pour pouvoir acheter de l'équipement. Mais ils vous font quand même de très bons prix. Vous avez ramené de toute façon des trésors qu'elle est très heureuse de pouvoir ajouter à l'addition de l'entrepôt. Et ainsi, vous pouvez vous équiper pour le voyage du lendemain. Tarak, à travers les discussions de la soirée que vous avez potentiellement dans la grande cafétéria avec lui en préparation du voyage du lendemain, vous informe en fait de la notion que vous avez découvert dans la bibliothèque, c'est-à-dire qu'il y a 2 moments auxquels vous pouvez accéder à la caverne des Myconides. Soit à marée haute ou à marée basse. Et il y a ces événements-là 4 fois par jour. Donc d'abord, si vous voulez y aller par bateau, c'est mieux à marée haute. Et si vous voulez entreprendre la voie des terres et descendre en rappel sur la paroi jusqu'à la grotte, eh bien, je vous recommande de le faire à marée basse, comme ça vous pourrez avoir de meilleures assises à l'intérieur de la grotte. Quelle serait votre décision, groupe? Est-ce qu'il y a un avantage à y aller à marée basse? Ça me semble périlleux. Eh bien, l'avantage qu'il semble y avoir d'y aller à marée basse, c'est que vous avez un accès à pied plus tôt dans les réseaux de grottes. Donc, si vous êtes plus à l'aise sur vos pieds que dans une embarcation, Ok. marée basse est recommandée. Mais le chemin est plus périlleux. J'ai une question. Je vais tenter d'avoir une réponse. Ben, j'espère, pour vrai. Dans le sens que, admettons qu'on déciderait d'y aller, par exemple, à la marée basse,
pour pouvoir justement avoir un pied à terre, il n'y a pas un risque à un certain moment donné de justement être pris de court et de devoir agir à contre-courant alors que la marée haute revient? C'est pas la première fois que tu serais prisonnier de quelque chose, alors tu as cette très ingénieuse réflexion, Gizmédon. En fait, je réfléchis à ça de manière de véhicule là, pour avoir déjà été comme sur le bord du fleuve à marée basse. La marée haute, ça monte excessivement vite. Là. C'est comme c'est une course contre la montre. Là. Fait que à ce moment-là, probablement que je ferais. Je ne sais pas pour vous, même si j'aurais probablement très peu de difficultés à descendre une paroi de pierre en direction d'une grotte, je serais d'avis à utiliser la marée haute afin de pouvoir, en fait, être constamment à sécurité à bord d'un navire au cas où la marée haute nous prendrait le cours alors que nous serions à l'intérieur de la caverne et à un moment où nous serions à pied, si vous comprenez ce que je veux dire. Très bonne idée, Gizmédon. Et oui, ça m'arrive des fois d'être un homme sensé. Peu importe ce qui arrive, s'il y a la marée haute, la marée basse, je vais frapper. Je vais vous protéger. Vous allez frapper la marée? Ouais. C'est quoi une marée? C'est l'eau. En fait, c'est... en tout cas, ben, c'est compliqué. D'accord. Juste encore mimé. Oui. Les guns. Big guns. Donc, votre consensus de groupe semble porter vers marée haute par embarcation? Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous voudriez faire avant de prendre la route? Orphina, tu opines du bonnet? Oui, puisque là, on va y aller la nuit, donc on fera pas de repos, si je comprends bien. En fait, vous pouvez vous reposer à partir de ce moment-ci. Dans le fond, il y a 2 moments où vous pouvez y aller à marée haute. Ce sera marée haute à partir du moment où le soleil se lève jusqu'à midi. Et ce sera marée haute aussi à partir du moment où le soleil se couche jusqu'à minuit. Donc, le plus logique, ce serait pour vous d'y aller, partir un peu avant les premières lueurs du jour, vous rendre jusqu'à l'embarcation qui vous sera présentée et prendre le chemin comme ça, longer la falaise et à entrer dans la caverne. OK. Donc, pendant la nuit, puisque j'ai pas besoin d'un 8 heures de sommeil, je me demandais comment ça fonctionnait pour retranscrire un parchemin dans mon grimoire. Parce que c'est la première fois que je le fais, puis je voudrais retranscrire le parchemin common dans mon grimoire. Tout à fait. En fait, il y a un certain montant que tu dois payer. Ouais. Laisse-moi juste aller voir parce que... Il y a un temps à louer aussi. Oui. C'est bien simple. C'est un document 12 pages recto-verso qu'il faut lire puis comprendre à remplir pour être capable. J'ai jamais compris cette règle-là. J'ai jamais vraiment pris le temps de le regarder. C'est la première fois que j'ai à l'utiliser. Ouais. C'est la magie des magiciens. Voilà. Puisque c'est un sort de niveau 1, le processus nécessitera 2 heures de pratique d'arcane et tout ça pour être sûr que tu comprends ce que tu retranscris dans ton livre et te coûtera l'équivalent de 50 pièces d'or. Le D'accord. coût représente les matériaux que tu utiliserais, l'encre et aussi les matériaux que tu vas utiliser pour essayer de reproduire ce sort. Et fort probablement qu'on te prête une des kobolds qui va t'exercer avec ta magie, fait juste t'amener un petit animal en cage, là. Probablement un rat, un perroquet ou un autre type d'animal qui vont libérer, parce que les animaux en cage, c'est dommage. Mais ils l'ont mis en cage spécifiquement pour que tu puisses tester. Puis au bout d'un certain moment, tu commences à avoir le tour, là, mais là, ça commence à te coûter cher, puis t'es fatigué aussi. Mais tu finis par être capable de retranscrire ce sort à l'intérieur de ton tome. Excellent. Et mécaniquement, ça veut dire qu'à partir de maintenant, je pourrais le préparer parmi mes sorts préparés. Assurément. D'accord. Excellent. C'est tout ce que je voulais faire avant de quitter. Tu peux enlever 50 GP de ton inventaire. Ouais, tout à fait, il m'en reste 10. Parfait. De je mon vous ai... côté, ce que Ouais, je- vas-y, Zoran. Vas-y. Est-ce que je pourrais me rendre à voir la cantinière ou en fait, je cherche des pommes. Où est-ce que Zoran pourrait aller? OK. J'irai voir la cantinière, I guess. Ouais, tu vas voir la cantinière, puis à ta demande, c'est un peu particulier parce que, comme, tu sais, on n'a pas souvent des pommes ici. Puis tu remarques à ses sourcils relevés qu'il est comme, c'est pas votre ami, là? Le spécialiste des pommes, là? Non, c'est pour... C'est moi qui pose les questions. Est-ce que vous avez des pommes? Elle se rend un peu dans ses armoires, puis elle fait tomber plein de vaisselle, puis elle aussi est très maussade, désagréable. Puis elle te sort une grosse pomme verte, puis elle te donne une toute petite, tout petit flacon
dans lequel il y a une poudre brunâtre orangée. C'est quoi? Répandez-les sur les quartiers. C'est de la cannelle. Je vais la fixer. Y a-tu un pot à côté de moi, quelque chose? Oui. Je vais le crisser à la table, je vais m'en aller. C'est en danger, ça claque la porte. La cantine. Elle passe La le balai cannelle. puis elle maugre. Je demande des pommes, j'en reçois de la cannelle. Parfait, merci. J'irais à la, comme tu disais, là, l'espèce de petite boutique Ouais. inventaire, là, et je prendrais le plus de couverture que je suis capable d'accrocher après mon sac à dos et pouvoir me déplacer. Là. J'ai vraiment pas grand-chose dans mon sac à dos. Là. J'ai comme une corde, 3 torches, de quoi les allumer, Ok. des assiettes, puis des rations. Là. Fait que, Tu cherches de petites couvertures pour vous abrier, couvrir quelque chose ou des grosses couvertures plus chaudes, là? En fait, c'est avec ce que Gizmédon a appris, Mhm. que dans le fond, c'est surtout ça qui servait de troc, de cacher la lumière, tout ça. C'est dans l'idée de oui, je veux bien qu'on les utilise pour pas avoir froid si besoin est, mais c'est surtout après de pouvoir les donner ou en échanger. Là. Roule un des 4 plus 1, s'il te plaît. Oui. Oh, c'est ma journée, c'est 4. Oh! Fait que Ok. plus 1, ça fait 5. Parfait. Donc, tu es capable de rentrer 5 couvertures. Tu vas être quand même assez à l'étroit. Là. Tu sais, ton sac à dos est bien plein, puis tu en as un d'accroché en haut, puis un en bas. Fait que tu sais, ça te donne pas une bonne mobilité non plus. Je te conseille fortement de t'en débarrasser une fois que tu arriveras sur place. Mhm. Et ça te coûte la somme de 25 pièces d'argent. Oh, shit. C'est gratis. C'est bon. Presque. C'est tout. Très bien. Puis c'est encore une fois la cantinière en fait qui s'occupe de la boutique. Fait que j'imagine qu'il y a un petit moment de délai. Tu rentres dans la boutique puis il n'y a pas personne. Puis là, au bout d'un moment, tu l'entends juste chialer. La cannelle, j'ai de pommes, j'ai de la cannelle. Puis elle te voit. Puis elle fait la transaction avec toi. Dis-moi donc quelque chose que tu voudrais faire en particulier? Ben non, parce que on dirait que j'ai viens de prendre conscience que genre j'ai du stock en tabarnouche. J'ai vraiment comme un pack-sac qui est plein à craquer depuis déjà le début de l'aventure. J'ai genre vraiment beaucoup de stock. Fait que c'est bien correct de mon côté. Je t'avouerais que je vais potentiellement peut-être juste non, je vais me reposer. Tu sais, je veux pas, on n'a pas beaucoup de. On a une nuit devant nous, puis prendre le temps vraiment de je sais pas, de regarder un peu, de revérifier mon stock et tout ça, puis peut-être même aller comme. Je vais pas m'approcher nécessairement de l'eau, là, mais je sais pas si. Je sais pas s'il y a un bassin d'eau, quelque chose en hauteur où est-ce qu'on est, ou pour aller vraiment le plus proche d'une source d'eau quelconque, il faut vraiment aller en bas complètement. Ben, en fait, il y a des pompes dans un puits où tu peux faire monter de l'eau, des chaudières d'eau et tout. Il y a probablement des plus grandes bassines, mais un plan d'eau, c'est vraiment en bas. OK. Ben, Mais tu dans le ce vois, cas-là, par contre, de la falaise. Là. Oui, mais non, c'est parce que j'ai. Il faut comme que je teste un peu. Il faut que je fasse la brasse, tu sais. Parce que je sais pas nager. Tu sais, si jamais il se passe de quoi. Fait que je voulais juste me pratiquer à nager en cas de preuve. Fait que c'est ça. Il y a 2 choses. Spécifiquement pour toi, Gizmédon, et après ça, Oui. pour l'ensemble de votre groupe. Je vais te demander de faire un jet d'investigation d'abord, Gizmédon. Bien sûr. Tu auras différents résultats à 12, 15 et 18. J'ai 18 en fait, pile poil. Tu changes le bandage de ton pouce aussi. Le pouce que tu as perdu. Et tu es terrorisé. Parce que ta peau a recommencé à pousser. Mais elle recouvre la partie amputée de ton pouce. Et c'est une peau plus proche d'un serpent que la peau humaine. Cool. Et t'en as aucune explication. Là. Ben écoute, ça va peut-être changer un peu mes plans de la journée, de la soirée. Si tu me dis ça, je vais peut-être aller voir. Mon Dieu Seigneur. Non, pas Mumpo, parce qu'il râle la merde. Je vais trouver la première instance supérieure que je peux trouver
Dis-moi c'est qui. C'est peu importe, là. Quelqu'un que je Varnot. sais qui. Tarak. Ok, ben c'est Varnot la première que je croise, là, ou la première personne que je croise. Je vais m'approcher comme un peu en panique, en faisant comme. J'ai perdu un pouce lors d'un dernier affrontement. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de repousser, mais en version iguane. Roule un des 20 plus persuasion, s'il te plaît. Coup critique. Tu vois que Varnot pousse un grand rire franc, puis vous l'entendez tous, peu importe où vous êtes dans le monastère, rire. Ça se répercute en écho sur la pierre. Alors. Vous avez été sauvé, pas vrai? Oui, mais il n'y a rien de drôle au fait de perdre un doigt. Ah non, ne vous en faites pas. Elle va repousser, votre petit truc, là. Mais justement, il va repousser, mais il va repousser tout vert avec genre des écailles. Il risque de repousser de bronze, avec une grande griffe. Un petit cadeau. Mais, Puis ça s'approche de toi, puis elle te murmure à l'oreille. disons que je me mettrai à l'aise parce que vous lui en devez une, maintenant, à Runara. Pas pour le pouce, pour la vie. Oui, Mais mais elle a tendance à vouloir négocier serré. ouais, mais je veux dire, vous voulez que je fasse quoi? Si je refuse, qu'est-ce qu'elle me demande? Elle va me remettre à mort comme j'étais supposé être? Ou... Je sais pas. Personne n'a osé la contrarier. C'est pour ça que plusieurs sont restés ici, 10, 15, 20 ans même. Allez, on se recroise, l'ami. Mettez-vous à l'aise. Vous êtes ici pour un bout. Elle retourne vers ses appartements. On peut comme imaginer, comme je suis tout seul un peu dans le noir, là, puis il y a une espèce de. Tu sais, espèce de image un peu comico relief de on voit à quoi je pense, là, une espèce de bulle de réflexion. Puis on me voit comme en dessin un peu 2D avec genre un tout petit doigt de lézard qui repousse à la manière comme si c'était un doigt de bébé lézard parce que genre ça va prendre du temps. Puis je suis comme juste comme ah, mais c'est dégueulasse! Ah! Sûrement que tu fais quelques cauchemars dans lesquels tu te transformes en lézard. Ah oui, définitivement. Et je vais vous inviter tous à rouler un D20 sans aucun modificateur. Et on va souhaiter que quelqu'un dans votre groupe ait plus que 12. Oh. Nope. Non, j'ai 3. C'est bon. C'est parfait. C'est dommage plate, ça. J'adore. Donjon Euh, Dragon. Si c'est l'heure Oui. du coucher, Ouais. Je pense que je vais passer devant la maison pour. En tout cas, je sais pas pour les autres, mais j'irai comme vers les appartements de Tarak. Puis je vais bifurquer pour me rendre vers la statue de Bahamut. Oh, ok. Puis j'aimerais ça passer la nuit proche de la statue. M'endormir peut-être comme sur sa pierre ou une pierre à côté, puis juste la fixer, puis comme essayer de comprendre quelque chose. Parfait. La chose qui t'interpelle le plus par rapport à ces statues, c'est probablement dans cette pensée-là que tu quittes le monde des vivants pour te plonger dans le monde des rêves, c'est qu'il est représenté dans une forme humaine avec 7 oiseaux dorés qui flottent autour de lui. Puis ça te trouble un peu quand même. Parce que tu les aimes, les oiseaux, là. Mais là, Ouais. pourquoi il y a des oiseaux avec le dragon de platine, là? Ça marche pas, là. En même temps, peut-être ça en dit long aussi. Je pense que ça me réconforte. C'est que moi, j'aime ça les oiseaux, puis si lui aussi aime ça les oiseaux, ben on a au moins un point en commun. Un point de plus que j'ai avec Charut. Bien vu. Puis je vais m'endormir, éventuellement. En flottant mes petites plumes à moi. Puis je vais dire Canari. Ara. Cacatoès. Moineau. Corbeau. Moineau. c'est parce que je m'endors. Tu comptes les oiseaux. J'adore. Très bien. Oui. Et tout le monde, à votre façon, à un certain moment, le sommeil vous gagne. Et plutôt que de reprendre immédiatement notre partie aux premières lueurs du jour, tandis que vous quittez le monastère, je vous proposerai une petite ellipse temporelle et qu'on se rende de plus loin. Alors, j'imagine qu'on te voit flatter la plume et notre caméra narrative, en fait, te revoit, mais cette fois, tu essuies l'eau qui imbibe la plume, alors qu'un coup de rame
de l'un de tes collègues a probablement jeté derrière beaucoup d'eau qui est en train de t'imbiber. Attention! Et vous voyez se profiler devant vous cette grande falaise de pierre. C'est du basalte, donc c'est assez particulier comme formation rocheuse. On dirait de grandes colonnes, d'inspiration très naine. C'est très carré, découpé au ciseau. Et ça compose justement cette grande paroi de pierre immense qui doit faire 300 pieds de haut. Là. Au sommet de laquelle vous voyez la tourbe abondante et quelques oiseaux qui essaient de se percher ci et là pour établir leur nid. Les vagues sont quand même fortes et mettent vos compétences de navigateur à rude épreuve, alors que vous tentez de ne pas vous fracasser la proue sur une formation rocheuse, visible ou invisible sous les eaux. Bien malgré vous, à l'exception de Zoran, vous jetez quelques coups d'œil, des fois aussi à l'horizon, espérant ne pas voir arriver une petite créature ailée qui commencerait à chanter pour vous attirer bien loin de votre destination. Mais ces craintes sont dissipées rapidement, puisque quelques heures seulement après avoir quitté Dragon's Rest, le bateau que vous avez pris d'ailleurs se trouve pas trop loin du lieu où vous-même vous avez accosté lors de votre arrivée. Et vous voyez se profiler, à flanc de cette grande montagne, une échancrure, comme si un géant avait asséné le coup d'une pioche et avait tenté de fendre le cap en deux. Mais le cap a résisté et la pioche a simplement percé au pied de cette formation rocheuse pour en retirer de grands gravats qui sont tombés de part et d'autre. Il y a des colonnes qui ont été formées par l'eau qui a martelé jour après jour, nuit après nuit, année après année, cette colline. Et la falaise devant vous, justement, laisse place à cette formation. Et avant de se rendre plus près, j'aimerais savoir si vous voulez vous préparer d'une quelconque façon à votre arrivée près des Myconides. Bonne question. J'aimerais que, tu sais, j'en référais toujours aux personnes qui sont les plus connaisseuses de la situation. Fait que tu sais, je me tournerais plus en direction de Orfino Bellevoria. Là. Je serais juste comme genre. Alors, est-ce qu'on se couvre debout et on tente de leur dire bonjour ou... Je crois qu'arriver calmement, sans armes, serait la première étape. Oui, sans armes. Je crois que nous avons besoin d'un ballon. Un ballon? Ils disent qu'ils communiquent en sport. Et mon tabarnak. Quoi? J'essaie pour une fois d'apporter une idée. C'est bon, j'arrête. Non, c'est très bien. Je ne sais pas si mes dés fonctionneraient. Certains disent que les jeux de hasard sont un sport. Oh mon Dieu Seigneur. Ouais. Moi, je suis avec Bellevoria. Oui. Alors, votre préparation consistera à 2 jeux de mots et une joke. Vous... J'ai tenté quelque chose, j'ai dit. Mais et de votre côté, Orfina, est-ce que vous avez peut-être un jeu de mots un peu louche à me suggérer pour pouvoir... Non, j'aime trop les mots pour ça. Oui, je comprends très bien. Parfait. Je me penche vers Et je n'ai Bellevoria pas- puis je dis... Vas-y. Non, vas-y. Pourquoi il parle d'un jeu de mots? Sérieux? Il parle de mon jeu de dés. Ah, c'est ça. Mhm. Je ne sais pas quelles seront les conditions dans les cavernes, mais si c'est possible, d'attendre le plus longtemps possible avant d'utiliser des lumières, les torches ou les sorts, peut-être semblerons-nous plus amicaux. Effectivement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont la capacité de nous, disons, de nous guider dans une noirceur quasi totale? Je peux vous prendre par la main. J'ai de bons instincts.
J'ai des bons yeux qui peuvent voir mieux que certains dans le noir, Gizmédon, si c'est votre question. Oui, c'était ma Oui. question. Je prenais pour acquis, je vois dans le noir, Gizmédon. C'est pourquoi je voulais vous prendre par la main. C'est pas parce que... Ben parce que oui, parce qu'on est des amis, mais très bien, très bien. Donc, si je comprends bien, soit en fait, vous voyez tous dans le noir, vous avez tous un très bon instinct, donc je suis un peu, on va dire, le plus limité du groupe. Parfait, parfait. Bien, écoutez, je me fie à votre jugement et je suis tout à fait d'accord avec l'intention de ne pas tenter de leur faire peur avec une quelconque lumière. Si je peux me permettre, Gizmédon, peut-être que vous êtes limité au niveau de la vue, mais vous avez l'avantage de bien utiliser le noir pour vous cacher. Je crois qu'il ne faut pas négliger ceci. Ah non, non, je ne me tapais pas sur la tête moi-même, seulement circonstanciel. Il ne faut pas se cacher qu'à partir du moment où nous allons pénétrer l'endroit, si nous sommes sans lumière, je vais être un peu plus dépendant de vous, probablement. Je suis comme vous, Gizmédon. Je vois pas bien dans le noir. Mais vous avez un bon instinct, ce qui devrait bien balancer le tout. Mhm. Vous devriez essayer, vous aussi. Je suis sûr qu'en dedans de vous, caché très loin, dans ce petit corps, se trouve l'infime goutte d'instinct qui vous manque. Croyez en vous. Je me regarde là comme si j'étais genre comme... Ah, quelque part là-dedans. Parfait. Mais bien, allons-y. Puis veux, J'aurais veux une pas- question Oui, vas-y. pour toi, Pierre-Philippe, en fait. Est-ce que Gizmédon s'est remis un bandage sur la main? Oui, oui, assurément. Puis même s'il pouvait, il y aurait les grosses mains de baseball là, qui sont gigantesques. Là, qui Ah, peuvent cacher. ouais. Pour être sûr et certain que vous ne voyez pas sa déformation qui pousse. C'est bon. Très bien. Et, mais en même temps, tu me fais penser, Kim, j'ai une question quand même rapido presto, juste par rapport à ça, Félix. Là, maintenant que je l'ai remarqué, est-ce que suite à cette nuit, ça a continué à pousser ou ça pousse de manière très lente? Tu sais, Ah, est-ce c'est que très d'ici lent, c'est très lent, ça va. La prochaine journée. OK. Non, ça va prendre plusieurs semaines. Là. Voire mois, OK, peut-être. d'ici la fin de la journée, j'ai pas genre une esthétique Non. de... OK. Dégueulasse. Un gros Christy de pouce de griffe. Là. Parfait. Merveilleux, c'est ça que je veux savoir. Excellent. Veux pas, à force de discuter, d'échanger puis de faire quelques blagues de ballon, vous continuez à ramer en direction de cet orifice, de cette entrée vers la grotte. Et je vais vous demander à chacun de faire un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Ouh! 21. 12. 6. 3. 3. Excellent. T'as-tu eu un naturel, Zoran? Non, j'ai eu 4. Oh. Vous continuez à ramer en direction de cet orifice, puis les caps et les pics autour de vous nécessitent quand même une certaine adresse avec votre navire. Il y a 2 rames, vous êtes bien installé dans l'embarcation avec votre équipement autour de vous, dans les sacs, et vous portez une attention particulière justement à ces pics et de la façon dont l'entrée dans la caverne est faite. C'est une grande arche assez haute, là. Peut-être 40, c'est pas 50 pieds autour de vous. Imaginez un immeuble à plusieurs logements, là. Et les vagues comme ça se déferlent à l'intérieur de la quête et vous percevez faiblement, surtout ceux qui ont une vision nocturne, vous êtes capable de voir au-delà les vagues qui se jettent et qui semblent se jeter dans plein de petits galets à l'intérieur. Et l'eau qui avance et qui recule. Et quand l'eau recule, vous remarquez sur les parois, si vous étiez arrivé à marée basse, là, quand l'eau recule, vous remarquez qu'il y a des petits chemins de pierre qui permettent de s'y rendre en faisant un peu... en longeant les murs et en s'y tenant. Et vous remarquez qu'au centre de ce qui pourrait être comparé à une bouche béante, là, il y a un monticule de pierre, cuir, couvert de champignons imbibés d'eau. Et au moment où vous réalisez ce dont il s'agit, il est déjà trop tard. Et vos muscles tentent de pagayer à reculons. Mais malheureusement, vous voyez que cette protubérance-là commence à se détacher de l'eau, puis il y a 2 grands yeux globuleux blanchâtres qui sortent de l'eau, une gueule ouverte et des tentacules qui sortent de l'eau et qui vont essayer de détruire le navire. Et vous entendez tous dans votre esprit de plus loin dans la cave, quittez maintenant.
Puis les tentacules vont essayer de s'abattre sur vous. Je vais vous demander de rouler l'initiative. Et c'est un combat maritime. Oh What? shit! Mais Et on est-ce que avait c'est des dés! Et un est-ce que c'est ballon. ça? Est-ce que c'est ça, un myconide? Donc, initiative, s'il vous plaît. 21. 25 à 20. 21. 20. Oh! 21 pour Gizmédon. 20 pour Orphina. 19 à 15. 15 à 10. 10 à 5. 7. 6. Sept. Again. Vous êtes tous dans le navire. OK? Je vais prendre pour acquis qu'à ce moment-là, vous lâchez les rames. Donc, si quelqu'un désire ramer, ce sera son action. Et vous pourrez essayer soit en faisant des jets d'athlétisme de reculer, mais les vagues vont vous amener inévitablement vers la créature. Mais ça peut vous donner une certaine distance. Ou vous pouvez essayer de ramer de toute vitesse pour essayer de vous approcher soit d'un bord, de l'autre. Il y a une personne qui peut prendre les 2 rames à la fois. C'est ce genre d'embarcation. Et les 3 autres, ou vous 4, vous pourrez réagir et essayer de combattre cette créature. Elle est à moitié submergée dans l'eau. Elle est immense, là, OK? C'est une large créature qui doit occuper à peu près 60% de tout cet orifice. Donc, il faut passer par la droite ou par la gauche si vous voulez la contourner. Puis, il y a de plus en plus de tentacules qui sortent de l'eau puis qui essaient de s'abattre sur vous. Il y a une grosse tentacule qui arrive à côté de vous, qui vous éclabousse. Puis, vous voyez qu'elle ressort tranquillement de l'eau puis elle est couverte de champignons. Il y a des lambeaux de chair qui semblent en tomber aussi. La créature ne semble pas vivre sa meilleure vie en ce moment. Des grosses ventouses tout au long de sa tentacule, puis elle s'en va pour la rabattre vers vous. Mais Gizmédon, t'es le premier à parler. Que fais-tu, mon ami? Je vais hurler en direction de Zoran parce que t'es potentiellement, si je me trompe pas, le plus musclé du groupe, je crois. Ouais. Oui. Fait que je fais genre comme Zoran, prenez les rames et choisissez un endroit gauche ou droite, ça ne m'importe peu. puis je vais tirer en direction de la créature avec mon arbalète. Fais ton jet d'attaque. 11 est la marque à atteindre, la classe d'armure. Hey, c'est bon la musique. C'est un 12. On dirait, 12, ça touche. Terrible. 12, ça touche. Roule tes dégâts. Ok. Et je considère que ce n'est pas. J'ai aucun Non. allié à proximité. pas cynique, là. Ben écoute, c'est quand même tout de même un. J'ai un bug. J'ai un bug. À la 5e édition, on rajoute le bonus de dextérité aux dégâts quand même. Hein? Oui. Ok, parce que je sais qu'à la 3e, on le faisait pas. Fait que c'est quand même un 8 de dégâts. 8 points de dégâts. Tu vois que ton carreau se plante dans ce qui pourrait être la tête de cette gigantesque pieuvre, puis les tentacules se soulèvent, puis se plashent dans l'eau autour de vous, puis ils se relèvent, puis tu sais que le bateau va être la prochaine cible. Orphina, t'es juste derrière, tu vois le carreau d'arbalète qui se plante dans la créature, et Gizmédon qui semble tenter de recharger l'arme. Il demande à Zoran de se précipiter sur les rames, puis tu vois les tentacules qui grimpent, puis qui vont frapper de plein fouet. Que fais-tu, Orphina? Je crois que je m'adresserai au groupe avant de faire quoi que ce soit et je leur dirai nous avons été avertis qu'ils n'aimaient pas la lumière. Si vous avez une possibilité de faire quoi que ce soit qui implique de la lumière, je vous encourage à le faire. Et je sors mon tome. J'ai l'air d'aller cueillir comme quelque chose à l'intérieur du tome. Et en réalité, je vais prendre 3 mots qui se terminent par des lettres très pointues. Et je les envoie et je fais Magic Missile. Oh, nice! Magnifique. Magnifique. Donc, tu peux rouler immédiatement tes dégâts. Donc, ouais, exact. Et si je ne me trompe pas, c'est 3 fois, puis c'est glowing, fait qu'il y aurait une certaine lumière. Ouais, tout à fait. Et c'est ça, les dégâts, ils les font chacun 3 fois. Dans le fond, c'est 3 Ouais. D4 plus 3. C'est la première fois que je les... Ouais, c'est 3 fois un D4 plus 1. Fait que je vais faire juste... OK. Fait que le premier, c'est 3. Deuxième, c'est 5. Puis troisième, c'est 5. Donc, en tout, 13. Wow! Presque un maximum damage. What the fuck? Qu'est-ce que je vais me calmer? Non, j'adore. Excellent. Tu vois que les mots partent dans le ciel puis deviennent plus brillants puis commencent à éclairer tout autour de vous de grands champignons qui pendouillent sur les parois. Tout semble très humide, noirci.
Puis quand il se plante sur la créature, si elle pouvait hurler, là, elle le ferait, mais c'est juste un gros grognement. Il y a plein de bulles autour de vous. Et les tentacules vont s'abattre sur vous. Ça sera 17 et 15 pour toucher Gizmédon et Orphina. Bien sûr que oui, pauvre fou. Ça sera 6 points de dégâts. Oui, vas-y, Orphina. Est-ce que c'était 17 pour moi ou 15 pour moi? Le dé rouge, c'était pour toi, donc c'était 15. Est-ce que j'ai le temps de faire quelque chose? Oh oui, t'as ta réaction. Tu vois cette grosse tentacule. Avec le tombe toujours en main, je l'ouvre, toutes les pages se placent, font un mur de parchemin devant moi. Je fais un protégé, un shield. Puis tu vois que la tentacule repart avec certaines pages, mais heureusement, elles sont vierges, puisqu'elles sont prises dans les spores. Puis elle s'abat sur toi, puis elle fouette en arrière dans l'eau, puis vous êtes éclaboussés de toutes parts. Puis la petite embarcation tangue, et elle se recule. Mais Gizmédon, pour toi, ce sera 6 points de dégâts, tandis que la tentacule te frappe, puis tu vois qu'elle s'enroule autour de tes jambes, mais qu'elle est trop molle, puis qu'elle commence à redisparaître dans l'eau. Parfait. Belévoria, que fais-tu? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Orphina. Donc, clairement, utilisons la lumière. Faisons le contraire de ce que je viens de dire pour être amis. Donc, à mon habitude, ce qu'on m'a vu faire souvent, je mets la main sur le signe de mon Dieu et je monte la main au ciel et j'en appelle à Martha-Mort pour qu'une flamme sacrée descende et s'affaisse sur cette créature. Donc, c'est un jet de dextérité, un jet de sauvegarde de dextérité de ta part. 15. Tu as réussi. Tu vois que la créature, au moment où tu commences à incanter une prière, fait juste disparaître tranquillement dans l'eau. Puis il y a juste ses tentacules qui se baissent. Tu incantes ta prière, puis l'eau semble recouverte d'une flamme divine, puis la créature refait surface. Zoran, que fais-tu? Je connais ni la gauche ni la droite, mais j'ai de l'instinct! Puis, vous voyez, il y a comme un rictus qui s'éprend de Zoran. Puis, et je me mets à ramer enragé. Ok. Et il va aller vers la gauche. Excellent. Donc tu peux ramer. Ça va être un jet d'athlétisme. Avantage. Ça va pas bien. Ça, c'est un 9. Donc, bon, le deuxième, c'est un 1 critique. Fait qu'on va y aller avec le 11. 11. Tu commences à ramer, puis tu te butes sur une des tentacules, t'es comme repoussé, tu donnes un coup de rame, la tentacule se tasse, puis tu continues à ramer, puis plutôt que d'avancer franchement plus loin au-delà de la créature, votre embarcation se coince entre la créature et la paroi de pierre. Mais heureusement, ça va tous vous donner avantage sur le prochain jet. Je vais vous demander de faire un jet d'athlétisme ou d'acrobatie pour éviter d'être balancé dans les eaux glaciales. Accrochez-vous! T'as bien dit ou acrobatie. Oui, exact. Vous Mais pouvez le faire oui. avantage. J'ai eu un vin naturel. 22. Vin naturel. Oh, excellent. Tu vois, là, probablement que le dernier périple sur le bateau, t'as le pied marin maintenant. Là. Puis tu serais juste super stable. Pratiquement, tu bouges presque pas. Les autres? J'ai eu 13. 13, 19. 19, 23. 23. Vous réussissez tous à garder pied dans l'embarcation, sauf que vous voyez Belévoria qui s'en va pour tomber à la renverse derrière le navire. Puis il y a probablement Gizmédon, on revoit la scène d'introduction, où cette fois c'est Gizmédon qui l'accroche par la ceinture, puis clac, tu la ramènes avec une force renouvelée, Gizmédon. Et t'es capable de la ramener dans l'embarcation. Et on recommence l'initiative. Gizmédon, c'est de toi. C'est à toi à nouveau. Tu tires Belévoria dans le navire, tu te retournes, puis il y a cette grosse créature juste à côté. Tu pourrais grimper dessus si tu veux. Ou, ouais, je veux pas. Mais par contre, est-ce que t'as portée de main? Ouais. OK. Oui. OK. OK. Dans ce cas-là, je vais probablement comme jeter à terre mon arbalète
puis sortir une de mes armes de corps à corps, une de mes dagues, puis je vais essayer de la percer. Percer comme on voudrait ouvrir un requin de haut en bas. Fait que, Excellent. J'y vais comme ça. Excellent. Puis comme tous tes collègues sont à proximité, tu pourras avoir une attaque sournoise. Oh, j'ai glallé, le gars. Il me dit ça de même. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. 14, ça touche. Ça tu dis? touche, roule tes dégâts. Parfait. OK. Ça va être un 13. Yeah! 13 points de dégâts. Ouh, solide. Tu plantes ta dague, puis tu commences à la descendre avec force vers toi, puis tu vois que ça perce beaucoup trop aisément dans cette créature-là. Ce que t'attaques était déjà mort. Puis il y a une odeur putride de poisson pourri qui vous envahit autour de vous. Puis il y a juste les champignons que tu vois qui tenaient les muscles ensemble qui sont rompus. T'as davantage l'impression de couper dans un champignon que dans un steak, là. Puis tu coupes l'espèce de créature qui plein de bouillon autour de vous, puis qui tente de s'agiter puis de se déloger. Puis l'embarcation tangue, il y a de la difficulté, mais elle est bien prise entre la paroi et la créature. Orphina, avec le pied marin à la perfection. Est-ce que tu le fais en action bonus, excuse, Gizmedo? Ben, je voulais juste dire que je suis comme. Ah, j'ai toujours préféré les borilles. Ouais, si j'en perçant, tu sais, de haut en bas, là, parce que j'essaie d'avoir un. J'essaie d'être cool aussi. Le monde lâche des phrases cool, fait que j'essaie d'être cool aussi. Excellent. Si tu veux utiliser ton mouvement, tu pourrais essayer de grimper sur la paroi à gauche. Oh, mais ça. Ok, je pensais me dire encore grimper sur le monstre. Je suis comme, oui, mais non, Félix, ça me tente pas. Ok. Grimper Donc, sur la paroi. ouais. Ok. Et non, pas pour l'instant. Je vais attendre qu'on soit vraiment plus dans la merde, ça arrive. Parfait. Orphina, c'est à toi. Tu vois Gizmédon qui entaille la créature à proximité de vous. Que fais-tu? Toujours avec une main dans le tombe et là, dans le fond, la créature, elle est à portée. Oui. Je combats mon dégoût et je vais aller poser ma main sur la créature. Puis il y a comme une charge qui se fait dans mon corps et je vais lui faire un... Attends, je vais essayer de trouver le sort en français. Une prise choquante. Oh yeah. Et c'est un choc électrique, donc logiquement, ça émènerait un peu de lumière. Et là, je vais te demander si tu me permets. Si la cible porte une armure en métal, j'ai avantage. Mais là, comme elle est dans l'eau et que j'utilise de la foudre, est-ce que tu accepterais que j'utilise l'avantage? En fait, je vais te le permettre. Oui, sans problème. Oui. OK, Vas-y. parfait. Donc, je fais ça. Ah, ben, le premier, j'ai eu 24 au cas où j'ai un naturel, mais non. Oh! Donc, ça va être 24. Parfait. Roule tes dégâts. J'entends un chat depuis tantôt. Oui. Mon chat qui est Ça dans fait seulement l'aventure. 4 de dégâts, mais tout de même. Seulement 4 de dégâts. Bon, Mhm. parfait. Excellent. Voilà. C'est Le tout chat- pour moi. Le chat a maintenant été placé à mes côtés. Ne devrait plus être entendu. Par pour contre, ça la qu'il miaulait. créature, elle... Hein? C'est pour ça qu'il miaulait, parce qu'il était Ouais, pas ouais, avec toi. ouais. Oh. Comme ça. L'amour félin. Par contre, il y a quelque chose qui vous aime pas en ce moment, c'est cette gigantesque créature, tandis que tu viens de l'électrocuter et de plein fouet. Et tu remarques que votre embarcation aussi semble subir les contre-coups un peu de ce choc électrique. Puis toute l'eau autour de vous commence à bouillonner l'espace d'un instant. Et plus rien. Au moins, elle ne prend pas en feu. Parfait. Suite à ça, dans l'initiative, c'est la créature qui se retourne vers vous. Et plutôt que de s'attaquer à vous, elle va tenter cette fois de briser votre embarcation. Vous voyez qu'elle casse l'embarcation en deux, mais vous ne coulez pas immédiatement. Puisque avec ces deux grandes tentacules, là, quand elle les remonte, vous voyez qu'elle a réussi à briser l'embarcation. Vous ne pourrez pas la prendre pour revenir. Gizmédon, je vais te demander de rouler un des 20. Sur un 1, tu as perdu ton arbalète. Oh! Non. Parfait. Donc, tu vois que ton arbalète flotte juste à côté de toi. Tu as le temps de la reprendre. Elle relève ses grandes tentacules. Bélévoria, c'est à toi. À votre prochain tour, vous êtes dans l'eau. Oui, j'essaierai quelque chose. Ben oui. Tu t'amuseras avec faire ce que tu veux avec ça. Je tirerai le bras pour toucher le plus proche du corps possible, en fait, là, le pied. Vraiment le plus... ce qui a l'air le plus central. Et je ferai le sort lumière dessus. OK, parfait.
Puis, Et ton ben, but, c'est de la brûler avec ta lumière, comme? Ben, pas tant que les champignons grandissent pas, aiment pas la lumière, là, flétrissent. Fait que je me dis, je sais pas si ça va y faire mal, je sais pas si ça a un effet, je sais pas si les champignons vont tenter de s'en aller par eux-mêmes de ce cadavre-là. J'ai juste mis de la lumière dessus, voir s'ils aimeraient pas ça, puis qu'ils arrêteraient. Parce qu'il y a pas de dégâts avec ce sort-là. Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet de religion puisque c'est la compétence avec laquelle tu incarnes ta magie. 16. Parfait. Tu vois que tu incantes la lumière sur un champignon de cette créature-là, parce que ça doit cibler sur un objet. Puis tu vois que la lumière est comme prise après la créature, puis elle se trémousse, elle essaye de quitter votre proximité, et puis elle se plaque de l'autre côté de la paroi, puis ça déloge les 2 morceaux du canot qui étaient pris sur place, et ça va faire couler le navire plus rapidement, mais ça donne avantage à la prochaine personne qui attaque au corps à corps. En fait, pour mon déplacement, je sortirais du restant de navire, puis j'essaierais de pogner tout ce qui est plus de terre ferme proche de moi. Tu réussis à grimper sur une espèce de petite rambarde naturelle là, avec les colonnes de basalte à proximité de toi. C'est à peu près une dizaine de pieds, donc c'est correct. Avec ton mouvement, tu es capable de te hisser au-dessus. Mais ça permet pas d'être plein de gens les uns derrière l'autre. Il faudra être côte à côte, c'est très très mince. Et aussi assez propice de chuter si vous êtes frappé, mettons. Parfait. Zoran, c'est à toi. Est-ce que tu considères que j'ai été sujet à une attaque vu que c'est l'embarcation au complet qui s'est fait cibler ou Oui, amarrage? je considère que tu perds pas ta rage, je venais de faire briser le bateau en 2. C'est ça. Ok, parfait. Je vais sauter sur la créature tout de suite en criant encore plus en colère de voir tout le monde en danger là-dedans. Allez vous réfugier! Je vais gagner du temps! Ah! Puis je vais m'élancer avec ma lance et ma hache. Je pense que je peux faire une. Je peux-tu faire les 2 attaques dans un combat? En fait, puisque c'est pas des armes légères, tu pourras pas avoir les 2. Donc, Parfait. tu pourrais prendre ta hache à 2 mains ou à ta lance, tu peux avoir l'avantage de la lancer. Je vais y aller avec la hache à 2 mains. J'ai avantage, right? Oui, tu as avantage parce que Belévoria t'a rendu ce doux service. 19 pour le premier. Ça va être le premier, donc 19 pour toucher. Ça touche, roule tes dégâts. Un des 10 dans ce cas-ci. Oh, ça va être juste 3 plus 2, fait que 5. 5 de dégâts tranchants. Tu tranches une des tentacules au passage. Schlack! Tu slices la créature, puis la grosse tentacule tombe dans l'eau à côté de vous, vous éclaboussant de toutes parts. Et je vais vous demander de faire un jet d'athlétisme ou d'acrobatie. La difficulté va être 13. Si vous échouez, Belévoria, t'es pas obligé de le faire. Si vous échouez, vous n'avez pas le temps de grimper à la paroi. Je l'ai. J'ai réussi. Je l'ai aussi, j'ai 20. C'était athlétisme. Athlétisme ou acrobatie. 15, ouais. Réussi pour les 3. Vous réussissez à grimper sur la rambarde. Quelle serait votre réaction dans les prochains tours? Est-ce que vous voulez fuir ou continuer le combat? Est-ce que. Parce que c'est quand même difficile un peu de savoir, puisque c'est une créature qui est morte en soi, c'est comme un genre de mort-vivant, mucus fungus. C'est comme rochant d'essayer d'imaginer, de comprendre c'est quoi on va dire si elle est bien blessée. Fait qu'on c'est comme difficile à savoir. On n'a aucune manière de jauger, voir si elle est sur le bord de lâcher Ben, vous lui avez infligé de nombreux dégâts. Ouais. Comme il y a une partie de son corps qui est sous l'eau, c'est dur à dire. Est-ce que ces dégâts-là sont superficiels ou. Mais toi, tu l'as coupé bien en masse. Là. Elle semble très blessée. Par contre, là, vous êtes à découvert. Là. Elle vous donne des coups de tentacules, c'est le party. Là. Mais tiens, Gizmédon, c'est à toi de jouer. Comme le consensus ne semble pas être unanime d'emblée, que fais-tu? Là, tu me dis présentement, on est dans l'eau, là, on est comme en train de. Vous êtes sur une petite rambarde à Ok. proximité puisque vous avez réussi. Vous avez tous grimpé sur la paroi puis vous voyez votre embarcation qui coule. Heureusement, vous avez eu la vivacité d'esprit d'agripper vos sacs et autres puis les lancer à Belévoria qui les a placés de chaque côté. Votre stock commence à être tout trempe. Vous aussi, vous êtes sur la rambarde. Vous êtes 4 belles prises à pieuvre. Puis Zoran qui est sur la créature présentement, qui a sauté dessus. Vrai, j'avais sauté dessus. Ben, C'était je ça, sais le- pas. Ça, c'était-tu correct? Oui, tout à fait. Est-ce que tu voudrais être encore dessus ou tu voudrais avoir ressauté sur la paroi? Non, mais en principe, ça, si tu me laissais sauter dessus, je pense que je serais resté dessus pour
Je suis en grande colère, puis je fais juste varger dessus. Zoran il est sur la créature, puis il est en train d'y faire son pain Ok. cauchemar. là. Ben, en voyant qu'il peut rester debout sur elle, je vais sauter aussi alors dessus. Parce que c'est un test, là. S'il est plus lourd que moi, s'il est capable de rester dessus, ben, je devrais être capable aussi. Fais un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Ou de l'athlétisme. 16. 16. Tu réussis sans problème. Même sans élan, tu donnes juste quelques pas, puis les deux autres, vous voyez l'intention de votre collègue, puis vous faites juste donner un élan. Puis t'es projeté, Gizmédon, puis tu bang, tu te cognes le visage contre la créature, tu t'agrippes après des champignons, puis tu réussis à te grimper, puis tu vois juste le sang-dragon à côté de toi qui est en train de asséner des coups et des coups et des coups. Que fais-tu? Ben, je vais aussi l'attaquer. Je vais prendre ma dague, puis je vais commencer à la stabber comme si on était dans une bagarre en prison. Là. Puis je la chive comme du monde. Parfait, roule tes dégâts, et tu vas pouvoir faire une attaque sournoise. Et ça touche avec un 18, fait que c'est une attaque sournoise. Zoran, il est fier, là. Il te regarde, il a le gros sourire en même temps. Puis, là. C'est un beau lundi, hein? Moi, tout de suite, je suis en train de pleurer. Je suis pendant que je la poignarde. Fait que ça va être un 12 encore de dégâts. 12 points de dégâts. Vos assauts répétés combinés sur la créature vous entaillez, tandis qu'il y a une grande tentacule qui s'en va pour s'abattre sur toi. Zoran, tu fais tourner ta hache, puis tu coupes la tentacule, puis Gizmédon, sans relâche, tu poignardes et tu poignardes et tu poignardes, puis vous voyez que les tentacules sont de moins en moins actives, et tranquillement, vous sentez la créature qui commence à couler au fond des eaux. Et Zoran, t'empoignes Gizmédon par le fond de culotte, tu le swings sur la rambarde, t'es accroché de l'autre côté, tu t'élandes, puis Gizmédon, tu tends la main pour le rattraper, mais t'es pratiquement projeté dans l'eau par le poids de Zoran, mais tu réussis quand même à faire la toute petite différence qui permet de grimper de l'autre côté, et vous êtes de part et d'autre de ce petit canal, devant vous la noirceur, entre vous deux la créature qui coule, et vous commencez tranquillement à marcher vers la pénombre. Quels sont les dangers qui guettent nos aventuriers dans les profondeurs de cette caverne, et trouveront-ils ce qu'il faut pour mener leur quête à bien? C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain épisode des Dragons de Stormwreck Isle.